Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce dernier live de notre série consacrée aux youtubeurs politiques. Aujourd'hui, c'est Ludovic Torbet qui est avec nous de la chaîne Osons Causer. Il répondra à vos questions. Bonjour Ludo. Salut Xavier, salut tout le monde. Alors, avant de commencer, revenons brièvement sur l'histoire de votre chaîne. Si vous êtes son visage à l'écran, vous avez créé Osons Causer avec deux de vos amis, Stéphane Lambert et Xavier Chung, en juin 2015. Vous souhaitez toujours d'ailleurs, fournir un contrepoint idéologique aux thèses de l'extrême droite en développant une pensée de gauche ancrée dans l'actualité et nourrie d'auteurs tels que Bourdieu ou Marx. Alors concrètement, cela vous a conduit à explorer différents formats, même si récemment vous vous concentrez sur des éditos face caméra entre 3 et 5 minutes dans lesquels vous livrez votre analyse de la vie politique, qu'il s'agisse d'Emmanuel Macron, de l'évasion fiscale, des particules fines ou encore des fameuses affaires. Vous connaissez un succès impressionnant, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque sur Facebook, il n'est pas rare que vos vidéos fassent plusieurs millions de vues, et près de 10 millions d'ailleurs dans le cas de l'une d'entre elles consacrée à François Fillon. En gros, et pour aller vite, on pourrait dire que vous êtes un peu les Cypriens de la vidéo politique. Alors, première question, est-ce que vous avez le sentiment d'être un éditorialiste ? Ouais, d'un nouveau genre, hein, parce que quand même, par rapport aux éditorialistes, nous, on met nos sources à la fin. Hein. L'éditorialiste, il parle sans les mains, et quand il y a 10% de ce qu'il dit qui est vrai, c'est qu'on a de la chance. Donc, par opposition à beaucoup d'éditorialistes, nous, on montre d'où viennent nos informations, et puis surtout, nous, on parle comme ton pote. On essaye d'avoir un point de vue de citoyen, le point de vue de quelqu'un qui s'informerait et qui réagirait à l'actualité politique ou aux questions de ses amis. Et donc, on ne se met pas en position d'éminence. On n'a pas du tout envie de faire les malins, d'arriver avec nos cravates, avec notre diction tout à fait convenue et notre grande antenne, notre grand journal pour nous donner du prestige. Pour nous, on est vraiment comme ton pote qui parle et on ne prétend pas à davantage. Par contre, on source ce qu'on dit. D'accord. Oui, donc finalement, vous êtes des éditorialistes, mais vous n'êtes pas Laurent Geoffrin ou Christophe Barbier, finalement. Ben, on espère que non, quoi. Et on n'a aucune envie d'être eux, même si c'est notre poussoir absolu. Par contre, on est absolument ravis d'apporter un autre son de cloche. Après, en vrai, on fait vraiment pas que des éditos. La plupart de nos chroniques sont des sujets traités, un peu à la manière d'un journaliste, mais avec une diction et un ton, un lexique et parfois un angle qui est un peu plus péchu. Parce que, sérieux, si on est sur les réseaux sociaux et si nous on est des journalistes dans notre chambre, c'est pas pour faire exactement le même travail convenu avec plusieurs relectures qu'un journaliste classique. Donc non, quand même, tout ce qu'on fait n'est pas de l'édito, mais c'est vrai que comme c'est face caméra, comme c'est incarné et comme on assume notre point de vue, ça peut être comparé à un anti-Christophe Barbier ou à un anti-Geoffrin et c'est très bien. Ok, mais de ce fait-là, est-ce que vous avez le sentiment, vous, de renouveler l'offre de journalisme politique? Est-ce que vous avez le sentiment de renouveler le commentaire politique? Ça dépend. Renouveler ce qui est offert au lectorat, sûrement. Puisqu'avant les réseaux sociaux, avant YouTube, et il y a des pionniers avant nous. Hein, tu as reçu ici Usul, il était là bien avant nous. Donc il y avait déjà des commentaires politiques sur les réseaux sociaux. Il y avait aussi Alain Soral, d'ailleurs, qui nous a un peu inspiré pour le contrer. Mais c'est vrai que dans ce qui est offert au lectorat, on renouvelle. Mais en vrai, des gens qui parlent comme nous de politique, je pense que beaucoup de gens en ont croisé dans leur vie, hein, ou au bistrot, ou en cours, ou à l'école, ou au club de sport. Il y a pas mal de gens qui ont des avis tranchés et qui essayent de les documenter. Et nous, on a simplement ressenti le besoin de montrer ça à tout le monde et d'ouvrir le commentaire qu'on pouvait avoir dans notre vie quotidienne, dans notre chambre, de l'ouvrir à tout le monde en le mettant sur Internet. Donc tu as raison, il y a quelque chose qui tranche, mais je pense que c'est pas mal dû à l'âge des réseaux sociaux et à ce que ça permet. D'accord. Et justement, ce ton qui est celui, comme vous dites, de la conversation entre amis, on peut dire qu'il y a un style Osons Causer. Est-ce que c'est quelque chose que auquel vous aviez réfléchi en amont, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé au fur et à mesure des essais, des vidéos, des premières vidéos? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on a appris en le faisant, mais par contre, ça, c'était certain. On savait que on savait que notre objectif, c'était de parler horizontalement, d'être au même niveau que la personne qui nous écoute, c'est-à-dire regarder la caméra en face, parler tout à fait normalement, utiliser des sources qui ne sont pas le troisième paragraphe d'une thèse cachée que personne
laquelle personne peut accéder, mais il travaillait avec des sources trouvables par tout le monde et au niveau de notre spectateur. Et on savait qu'il fallait trancher avec le lexique et le vocabulaire des papiers universitaires et de certains sociologues ou économistes qui parlent avec leur jargon et qui ne sont pas compréhensibles. Et donc ça, on voulait trancher et avoir un ton de conversation ordinaire. Et il y a un autre truc qu'on voulait et qui est complètement assumé dès le début, c'est assumer notre avis. On voulait que, contrairement à un article de presse où souvent tout est mesuré, on essaye d'interviewer quelqu'un pour prêter à quelqu'un d'autre le point de vue du journaliste. C'est un peu souvent comme ça que les journalistes se démerdent. Et nous, on savait qu'on voulait assumer, cut the crap, aller à l'essentiel et assumer ce que nous, on pensait. Et pour toutes ces raisons, on parle en regardant la caméra avec un ton normal et en n'hésitant pas à assumer des opinions tranchées. Mais est-ce que c'est pour ça justement aussi que vous avez choisi de faire de la vidéo avec Facebook et YouTube et de choisir ce moyen d'expression-là plutôt qu'un blog ou d'autres moyens traditionnels avec lesquels vous auriez pu, mine de rien, faire passer peut-être les mêmes idées? Pourquoi est-ce que vous avez choisi la vidéo? Ça aussi, c'est une idée dès le départ, et tout ça vient de Xav. C'est Xav, le génie de tout ça. Il avait compris que, en fait, avant même que Facebook favorise beaucoup les vidéos dans son algorithme, avant tout ça, il avait remarqué que les vidéos étaient plus engageantes. Parce qu'en fait, tu as un rapport, et je trouve qu'il a totalement raison, et tout ce qu'on est en train de vivre depuis qu'on a commencé, d'après moi, le confirme. La vidéo, tu rentres dans la personne qui te parle. Il y a quelque chose il y a une communication affective, comme dit le jargon de Frédéric Lordon et de Spinoza. Il y a quelque chose dans les affects qui se nouent. Tu te connectes à la personne qui parle, tu sens pourquoi elle te dit ce qu'elle dit, où c'est situé dans ses tripes, et cet engagement affectif et émotionnel, pour nous, et c'était l'intuition de Xav, il est infiniment supérieur à celui de l'écrit. Et du coup, on savait qu'à la fois pour attirer du lecteur et pour entretenir une relation plus dense avec le lecteur, il fallait passer par la vidéo. Et je pense que Xav a eu 100% raison sur cette intuition. Et on ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Hein, non, c'est sûr. On n'aurait pas pu faire ça à l'écrit, tu vois, vraiment. Même si on sait écrire, ça aurait été de la merde, quoi. Et est-ce que cet engagement, il est politique, militant après, on n'a aucun rapport avec aucun parti politique et je pense que ça sera comme ça pour un bon moment. Mais par contre, oui, clairement, c'est militant. On savait, tu vois, par exemple, si on est heurté par Christophe Barbier et Laurent Geoffrin, c'est pas parce qu'ils font des grandes erreurs sur je sais pas quel fait, c'est parce que politiquement, leur manière de sélectionner ce dont ils parlent et leur manière d'orienter leurs propos est extrêmement biaisée et dans le sens de ce que nous, on appelle la politique éternelle de l'UMP et du PS. Donc, bien sûr que nous, on voulait trancher avec ça et on se dit, entre nous et dans plusieurs interviews, on se dit militant de deux choses, l'intérêt général et la vérité. On sait qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais on essaye de sourcer ce qu'on dit et de ne pas trahir. On essaye d'être le plus honnête dans nos rapports aux faits. Et on essaye bien sûr d'orienter, de choisir des sujets et de choisir des angles qui conviennent à l'intérêt du plus grand nombre, parce qu'on se fait quand même pas mal baiser. Et donc du coup, c'est depuis ce constat qu'on a choisi d'orienter nos discours et même de créer toute notre chaîne. Donc, ouais. D'accord. Mais pour autant, la semaine dernière, vous avez pris position pour Jean-Luc Mélenchon par souci de transparence. C'est ce que vous disiez par souci d'honnêteté et de transparence, c'est ce que vous disiez dans la vidéo. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un petit peu plus et expliquer comment vous êtes parvenu, parce que vous êtes trois, comment est-ce que vous êtes parvenu à cette décision collective? Alors ça, on pensait absolument pas le faire. On savait que, tu vois, au début, on savait pas vraiment l'impact qu'avaient nos vidéos. Mais en travaillant et en remarquant qu'on avait de plus en plus de gens qui les écoutaient, on sentait la responsabilité de notre position de parole, que ce qu'on disait pouvait influencer certaines personnes. Donc on se posait la question dès le début de l'élection présidentielle de est-ce que si jamais on est d'accord tous les trois, ce qui est quand même déjà un truc important, mais est-ce que si jamais on est d'accord tous les trois, on va dire notre choix et notre orientation pour cette élection? Au début, on pensait ne pas le faire. Le dire un peu après pour expliquer comment est-ce qu'on a choisi de traiter cette présidentielle, pourquoi on a pris tel et tel sujet, mais sans appeler les gens, enfin sans exprimer ce que nous on allait voter, parce qu'on savait que ça allait être prescripteur et que ça allait être perçu comme un appel à. Mais le premier tour approchant, comme on le dit dans la vidéo, hein, s'il n'y avait pas eu une possibilité donnée par beaucoup de sondages et une dynamique très établie depuis plusieurs semaines de voir Jean-Luc Mélenchon au second tour, s'il n'y avait pas eu cette situation très particulière qui nous aurait permis d'avoir un second tour inhabituel, là tout le monde le regrette, hein, on se tape le second tour quasi habituel avec le grand repoussoir frontiste qui effraie tout le monde et qui rend tout le monde hystérique, et en face un taré absolument, enfin Emmanuel Macron, un taré arrogant qui ne tient
aucun compte de quasiment les 75% des votants qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc nous, on avait l'espoir d'un second tour inhabituel avec une candidature qui pour nous n'est pas parfaite, mais représente davantage ce que nous, on pense être l'intérêt général. Et donc, comme on voyait cette possibilité de second tour avec Jean-Luc Mélenchon, on s'est dit putain, mais s'il rate le coche à 0,2%, on s'en serait voulu toute notre vie. Donc vas-y, il faut aussi à un moment assumer, oser causer. Et du coup, on l'a fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que osons causer, c'est oser parler, mais c'est aussi oser agir, la causation, tu vois, causer un effet. Et du coup, on s'est dit, vas-y, ça fait aussi partie du contrat et de la position de parole qu'on veut avoir, donc on l'a fait. On ne l'aurait pas fait dans d'autres circonstances, je pense. Okay. Parce qu'on n'est pas dans cette politique partisane, ce n'est pas notre manière de travailler, on ne regarde pas quels sont les petits enjeux électoraux. Mais là, on pensait que c'était historique et donc on l'a fait. Ok. Et comment est-ce que votre communauté a réagi ? Il y en a qui ont été heurtés, évidemment, forcément. Hein. Si tu supportes le Barça, tu as les nerfs que quelqu'un supporte le Real ou l'OM et le PSG, tu prends la comparaison. Donc évidemment, ceux qui avaient un autre poulain ont été heurtés. Il y en a d'autres qui n'ont pas compris qu'on n'avait jamais prétendu être objectif et neutre. Alors ça, c'est un problème un peu habituel dans la définition de la position de journaliste en général. Beaucoup des médias traditionnels et beaucoup de théoriciens dans des écoles de journalisme justifient une certaine neutralité et objectivité de la position du journaliste. Et nous, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Au contraire, on assume de trancher avec et de montrer notre point de vue dans chacune des chroniques qu'on propose. Donc, ceux qui ont été choqués par notre manque d'objectivité et de neutralité, c'est peut-être parce qu'ils ne nous connaissent pas assez, qu'ils n'avaient pas compris qu'on n'a jamais prétendu à ce genre de position qui, pour nous d'ailleurs, sont inatteignables. Hein. Ceux qui prétendent être objectifs et neutres, d'après nous, sont ou naïfs ou complètement dans l'erreur. Et donc, eux aussi ont été choqués. Mais sinon, nous, on a l'impression que beaucoup de gens ont compris. On a eu beaucoup de messages qui nous ont dit « Merci, on n'est pas d'accord avec vous, mais le Nouvel Obs prend position pour Macron, donc il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas dire ce que vous allez faire. » On a trouvé que c'était une démarche d'honnêteté. On a eu des centaines de messages comme ça. Et on a aussi gagné des abonnés. Donc, force est de constater que le geste de courage, parce que je pense que ça a été perçu comme un truc de courage, parce que c'est beaucoup plus facile de se planquer derrière, en fait, on n'a rien à dire. Et du coup, ça a dû être perçu en partie comme un geste de courage, et donc non, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup déplu. Mais après, oui, c'est vrai que c'était un risque, on va mesurer le vrai effet de ça, je pense, dans les mois à venir ou dans les années à venir. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Et alors bon, je disais tout à l'heure que vous vouliez fournir un contrepoint idéologique aux idées d'extrême droite qui étaient assez présentes sur les réseaux sociaux, qui le sont encore. Est-ce que vous avez le sentiment de les avoir fait reculer ou d'avoir constaté un recul de ces idées-là? Parce qu'on a vu qu'il y avait une enquête de Libération qui montrait que vos vidéos avaient un fort potentiel de viralité et qu'elles faisaient mieux que des vidéos de TV Liberté, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez nous, en fait, le contrepoint qu'on voulait faire à l'extrême droite, c'était surtout un contrepoint à Alain Soral, et on voulait proposer une autre offre vidéo, un autre son de cloche, parce qu'on remarquait que si tu es autodidacte et que tu voulais t'informer sur Internet en trouvant des points de vue qui tranchent avec ceux des éditocrates dont on a parlé tout à l'heure, tu n'avais quasiment qu'Alain Soral à ta disposition. Et Usul, merci à lui. Et donc, du coup, nous, on s'est dit qu'il y avait besoin d'un autre son de cloche, et son de cloche qu'on a tout à fait apporté. Et on voit que, en tout cas sur Facebook, le succès de nos vidéos et de beaucoup d'autres ont permis de proposer vraiment une autre offre qui est très diffusée que celle des publications d'extrême droite. Après, on voit qu'il y a encore du boulot à faire, et on voit que peut-être un des contrepoints, un des adversaires qu'on doit maintenant cibler avec encore plus de force et avec beaucoup de sérieux, et sûrement qu'on va devoir y réfléchir un peu plus profondément, mais c'est les médias traditionnels. Puisqu'on voit que nos vidéos sur Macron, elles font par exemple maintenant plus de 15 millions de vues, les vidéos sur le bilan du CICE, la vidéo sur sa biographie, etc. Elle marche très bien. Elle marche très bien, mais ça n'a pas réussi
à endiguer tout le phénomène d'adhésion, pour nous un peu dommage, qu'a eu la candidature d'Emmanuel Macron. Et donc peut-être, enfin, nous on voit ça comme on a encore beaucoup de boulot à faire, et ça va être l'enjeu des prochaines années, d'arriver à construire un vrai contrepoint à l'idéologie médiatique ordinaire. Et je pense que c'est ça le prochain challenge, après avoir proposé un nom de son de cloche par rapport aux vidéos d'égalité et réconciliation et Alain Soral. Ok. Et vous avez expliqué qu'il fallait traiter sérieusement de ces sujets-là. Pourquoi est-ce que le contenu dit sérieux a pris autant de temps à apparaître sur YouTube? Parce que ça a longtemps été les humoristes, de la musique. Et finalement, le contenu sérieux, il a quand même mis un certain temps à apparaître sur une plateforme qui a été lancée en 2007, si je dis pas de bêtises. 2005, si je dis pas de bêtises. Non, ce qu'il faut voir, c'est que les usages ont beaucoup changé aussi. Tu vois, en 2007, on n'avait pas de smartphone. Tout le monde n'était pas sur Facebook. Facebook venait d'arriver. Tu n'avais pas de vidéo qui se lançait toute seule quand tu étais en voyage dans le métro. Donc il y a aussi une telle diffusion et un tel élargissement des usages que maintenant, ça devient quasiment incontournable d'être sur les réseaux sociaux. Donc il faut aussi être un peu juste envers ceux qui n'y étaient pas au début. Premier point. Ensuite, second point, ça fait quand même un moment qu'il y a des vulgarisateurs sur YouTube. Tu vois, il y a des vulgarisateurs en histoire, en sciences, en linguistique, il y en a un peu de tous côtés. Et il y en a certains qui sont là depuis plusieurs années, quasiment 5-6 ans. Hein. Depuis 2011-2012, finalement. Et donc, du coup, il ne faut pas oublier ce second point, ce serait leur faire injure que d'oublier ça. Et enfin, le contenu sérieux, comme on dit, souvent, chez nous, on se revendique pas comme uniquement sérieux, c'est-à-dire universitaire et très documenté. On se revendique surtout comme critique. C'est-à-dire qui tranche avec le point de vue des éditorialistes et l'espèce d'idéologie UMPS, un peu du globi-boulga du milieu. Et ce contenu critique, souvent, il s'exprimait dans d'autres arènes. Les gens à gauche, la gauche critique est très peu, était pendant longtemps très peu sur Internet et avait un relatif mépris pour ces modes d'expression parce que justement, elles avaient, comme tu dis, des revues, des journaux, des clubs de sociabilité, des partis politiques, des tendances de partis politiques, des micro-tendances de partis politiques. Et on avait plein d'arènes pour exprimer son point de vue critique et la consommation grand public d'une vidéo sur les réseaux sociaux était perçue avec un peu de distance. Et je pense que l'arrivée des smartphones et la diffusion immense qu'a eu les réseaux sociaux dans nos vies, et maintenant font un peu bouger les lignes. On va voir. Oui, il a fallu que ça rentre dans les habitudes de chacun. Et je pense que c'est ça qui est décisif. Tu vois, c'est difficile de regretter une absence, même si. Quand on regarde ce que faisait l'extrême droite a théorisé depuis le début, comme elle était très éloignée des médias traditionnels, c'est une théorie de stratégie politique depuis longtemps dans l'extrême droite de coloniser Internet. Et donc, ça fait plus de 10 ans qu'ils proposent des sites de réinformation, c'est-à-dire des sites qui synthétisent plusieurs informations, mais à la sauce extrême droite. Ça fait longtemps qu'ils proposent des vidéos. Ils ont même tenté, j'ai vu ça dans un papier, ils ont même tenté de faire du porno d'extrême droite à la fin des années 90. Donc, on voit qu'il y a une vraie stratégie d'occuper le web chez eux, et on peut un peu déplorer que le côté critique ne l'ait pas occupé plus tôt. Mais bon, on essaie de rattraper le retard. Oui, il faut rattraper le retard. De toute façon, il faut ce qu'il faut. C'est ça la situation, maintenant, il faut faire avec. Ok, on va prendre quelques questions de Facebook. Thomas nous dit « Se confronter au terrain pollue l'esprit de l'éditorialiste », dit Christophe Barbier, effectivement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cette citation de Christophe Barbier? C'est abject. On va peut-être la rappeler, c'est « Se confronter au terrain pollue l'esprit de l'éditorialiste ». Mais c'est-à-dire qu'en gros, le mec, prendre un taxi lui pollue l'esprit. Croiser un serveur au restaurant lui pollue l'esprit. Je sais pas ce qu'il entend. C'est abject. Ça montre une déconnexion et un mépris de la réalité absolument inouï. Le gars est quand même en train d'affirmer, d'assumer et de revendiquer le fait d'être hors sol et de penser sans le monde. Je comprends pas comment il a pu dire ça. J'espère que c'est une fausse citation, pas pour Thomas, mais pour Christophe Barbier. J'espère qu'il n'a pas dit ça, parce que même pour un débile comme il l'est, cette phrase est vraiment déplorable. Elle est injustifiable. Je sais pas comment il a dit ça. Peut-être qu'il voulait dire que c'était un travail conceptuel, je sais pas. Ah oui, bien sûr. Oui. Christophe Barbier, ce phare de la pensée, il va être étudié à côté de Kant et Hegel à la grecque de philo, bien sûr. Oui. Non, c'est un tocard. Faut pas écouter ces gens-là. Soit.
Alors, Mickaël, une autre question de Mickaël. Est-ce qu'Osons Causer pense à s'étendre aux thèmes politiques internationaux? C'est vrai que vous parlez quand même beaucoup de l'actualité française et en ce moment, on comprend pourquoi, mais l'actualité internationale... Alors ça, c'est un sujet dont on a beaucoup débattu avant même de commencer notre projet. Et on a fait un choix, nous trois, de ne pas trop en parler. Alors ça nous intéresse à donf, la géopolitique. Tu ne peux pas imaginer, Steph et moi, on boit le monde diplomatique depuis qu'on est minuscule. Moi, je suis à moitié libanais. Donc laisse tomber, les embrouilles de géopolitique, ça nous stimule l'esprit et on adore ça. Mais on a fait le choix de les mettre relativement de côté, même si on en a un peu parlé dans nos vidéos après le 13 novembre, les attentats. On a fait une vidéo sur l'histoire politique de l'Arabie Saoudite. Donc on a un peu esquissé ce genre de problème. On a choisi de les mettre de côté parce qu'on pense qu'au nom de l'intérêt général, il vaut mieux parler de ce qui nous fait faire corps à nous autres résidents français et européens. Et donc c'est pour ça qu'on met d'abord en avant les moments où on se fait un peu niquer par la politique française ou européenne, parce qu'on a l'impression que c'est ça l'élément dans lequel on vit tous, et on a plus envie de nous souder un peu chacun, et plutôt que de parler de thèmes qui nous divisent, parce qu'on voit que les divisions sont souvent très très passionnées, comme par exemple là sur ce que soutien ou pas à la Russie, la question de la Syrie, d'Alep, un peu avant l'Ukraine, toutes ces questions géopolitiques méga importantes et qui demandent énormément de décryptage, divisent les Français et les opposent, et nous on a plutôt envie de parler de choses et de thèmes qui les soudent. Et d'après nous, ce qui les soude, c'est la dépossession de pouvoir, parce que tout le pouvoir est confisqué dans la main des politiciens véreux, des 1% les plus riches et des grandes multinationales. C'est pour ça qu'on centre notre attention là-dessus et qu'on laisse ça de côté. Mais Inch'Allah, un jour. D'accord. Et concernant les formats de vos vidéos, est-ce que vous allez revenir au format un peu plus long que vous faisiez au début? Parce que vous faisiez des vidéos, il me semble, qui allaient jusqu'à 15-20 minutes. Là, vous les avez mises un peu de côté pour l'instant. Est-ce que vous allez revenir sur ce format-là? Probablement. En gros, qui permettrait peut-être de traiter de ces sujets-là? En fait, on a choisi de nous mettre tous les trois à plein temps, parce qu'au début, notre projet, c'était complètement à l'arrache. On ne savait pas que ça allait être notre métier. Et on a choisi de nous mettre tous les trois à plein temps à partir de septembre, donc septembre 2016. Et on a fait le choix de laisser de côté notre modèle économique et la réflexion un peu plus à long terme pour savoir ce qu'on va faire, pour nous concentrer sur le décryptage et produire le maximum de vidéos dans cette année présidentielle. Et donc du coup, là, en été, on va réfléchir à ce qu'on va faire et quelle forme on va donner à notre projet pour les années à venir. Et je pense que c'est sûr qu'il y aura une place à des formats plus longs, mais je ne peux pas encore dire laquelle. C'est vraiment la réflexion de l'été. Et donc oui, normalement, des formats plus longs devraient revenir. On n'aura plus besoin de rester dans les 5 minutes, l'édito péchu Facebook. Il y aura moins de nécessité de décryptage qu'il y a eu dans cette année présidentielle où là, l'entre-deux tours, le monde, les gens sont complètement hystériques, quoi. Donc du coup, je pense que oui, on va. Parce que si je me souviens bien, vous faisiez des vidéos plus intellectuelles, entre guillemets, où vous parliez de sujets culturels comme Game of Thrones ou carrément de Bourdieu, il me semble. Ouais, j'ai fait une colle de sociaux, c'est le truc sur l'inégalité des chances. C'est vraiment un exercice universitaire qu'on peut retrouver. Ouais, on a fait des sujets plus sérieux, plus longs, mais on travaillait complètement différemment. À l'époque, moi, je parlais en plan séquence. C'est-à-dire que c'est un seul blabla sans aucun cut, et du coup il y avait moins d'écriture commune de nos vidéos. On découvrait un peu ce qu'on faisait et on discutait ensemble de quel sujet, un peu grosso modo du plan et de l'orientation, mais après j'étais lâché en freestyle, et là maintenant mes potes ça leur convient plus trop, et on a compris que pour gagner en diffusion il fallait aussi gagner en concision, et on a appris à écrire avec ce format court, et d'ailleurs surtout notre collaboration avec Mediapart qui nous forçait à tenir le format autour de 5 minutes, et ça nous a vraiment appris à mieux travailler. Donc je pense que c'est un mal pour un bien, le fait qu'on se soit concentré sur ces formats plus courts, parce qu'on a gagné en diffusion et en qualité d'écriture et de concision. Et donc je pense que quand on reviendra au format plus long, ça donnera des trucs un peu mieux que moi qui parle en freestyle dans les corbières. Mais ouais, t'inquiète pas, Mickaël. Bon, alors une question de Dan, qui a l'air un petit peu moins d'accord avec ce que vous dites. Combien êtes-vous rémunéré pour faire cette propagande et par qui? Alors, Anne, nous sommes rémunérés
Oui, autour de 4000 euros bruts pour faire cette propagande par nos lecteurs. C'est eux qui nous financent essentiellement. Et on n'a pas du tout l'impression de faire de la propagande. On a plutôt l'impression de donner faire un travail critique. un travail critique et des éditos péchus et sourcés. Après, on comprend que tu le prennes comme ça, mais on n'est payé absolument par personne d'autre que nos lecteurs et Mediapart. Donc du coup, non, t'inquiète pas, Anne, il n'y a personne qui nous téléguide. On ne reçoit pas de consignes par SMS pour nous dire quoi faire une semaine sur l'autre, non, t'inquiète pas, c'est nous trois petits couillons dans notre appart, parce qu'on est toujours colocataires, qui décidons souvent en nous engueulant des heures et des heures de ce qu'on va dire. Donc non, on est payé par notre public et on fait de la propagande pour personne. Ça fonctionne avec du financement participatif, pour expliquer un petit peu. Ouais, c'est un financement participatif qui s'appelle Tipeee. C'est un truc qui permet de donner 1, 2, 3, 4 euros régulièrement tous les mois ou d'un coup. Et ça, là, pour la première fois ce mois-ci, ça nous a fait un peu plus de 4000 euros bruts. Donc bon, après, il faut déduire les cotisations sociales et le diviser par 3. Mais là, maintenant, on arrive à peu près à avoir un micro-SMIC chacun. Et du coup, on est tout content. Merci aux tipeurs, à ceux qui nous soutiennent, hein, vraiment. Ok, alors autre question de Lucie. Que pensez-vous du décodex du Monde ? Lucie, c'est une excellente question. On pense qu'ils devraient se décodexer eux-mêmes assez régulièrement. Alors le décodex, pour ceux qui ne savent pas, c'est Le Monde qui s'est dit qu'ils avaient le droit d'être en position de juge de toutes les publications sur Internet et qui ont créé un petit machin, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais un plugin que tu peux mettre sur ton navigateur, donc sur Google Chrome, Firefox, etc. et qui va te mettre, quand tu consultes une page Internet, un site d'information, va te mettre en vert s'il est fiable, en orange s'il est douteux, ou en rouge s'il est carrément dégueulassement propagandiste et fake news. Tout ça se fait dans la lutte contre les fake news, mais le problème c'est que leur classement est absolument pas objectif. Et par exemple, il y a des sites comme Fakir qui pour nous... Qui étaient orange qui étaient orange, douteux, parce que militants, alors que les informations de Fakir sont toutes sourcées et vérifiables. Il me semble qu'ils n'ont pas commis plus d'impairs idéologiques que d'autres. Et d'ailleurs, Le Monde, souvent, publie des tribunes ou des analyses qui, pour nous, sont biaisées parce qu'elles mettent de côté certains faits. Et évidemment, Le Monde s'auto-met la petite bannière verte parce qu'évidemment, Le Monde s'auto-juge fiable. Donc nous, on pense que c'est une vaste blague, que pour lutter contre les fake news, à la rigueur, si vraiment c'est ça l'objectif, il pourrait suffire de signaler le contenu faux. Il n'y a pas besoin de labelliser le contenu juste. Et ils ont fait cette erreur-là et je pense qu'ils n'auraient pas dû se mettre dans cette position de juge parce qu'à part les décrédibiliser et les faire passer pour des cons, je vois pas trop ce que ça a fait. Donc, Ok. Vous, justement, quelles sont vos sources? Parce que Sophie vous demande comment vous informez-vous au quotidien? Parce que vous avez dit que justement vous précisez dans vos vidéos, en bas de vos vidéos, quelles sont les sources que vous avez utilisées. Donc, Alors, il faut un peu dissocier notre information au quotidien et nos sources pour les vidéos, puisque les sources pour les vidéos, c'est du travail. Quand on choisit de bosser, je sais pas, par exemple, sur la pollution de l'air, on se retrouve à lire des rapports d'ONG, du Sénat, de plusieurs organismes officiels pour nous informer. Mais au quotidien, non. Moi, je dirais que je m'informe surtout sur Facebook, parce que, mine de rien, ma bulle d'information, vu ma pratique et vu mes amis Facebook, ça me donne accès à du contenu souvent de qualité et qui m'intéresse. Sinon, c'est Mediapart, Bastamag. Bastamag, c'est vraiment formidable ce qu'ils font. Reporter sur l'écologie et sinon Google Actu pour des points précis. Voilà. Ok. Question de Perceval. Salut. As-tu déjà eu des pressions de politiques ou d'autres journalistes? Non, pas particulièrement. Il y a des gens qui ragent, mais c'est pas des pressions politiques. Non, rien du tout. Si, une fois, tout au début de la campagne, mais c'est pas une pression, c'est plus un truc drôle. Il y a je sais pas quel secrétaire départemental ou je sais pas quoi de En Marche qui est venu nous contacter pour qu'on les aide à faire la promo de leur candidat. Ils avaient pas dû capter qui on était, mais à part ça, non, pour le moment, rien de spécial, vraiment rien de spécial. Quelques messages de haters, mais c'est pas des pressions politiques, c'est des gens qui ne sont pas d'accord avec notre point de vue politique et comme on est sur les réseaux sociaux, l'affirment en rageant, mais bon, c'est le jeu, sinon on n'aurait jamais fait ce qu'on a fait si on voulait pas de haters. Donc voilà. Ok. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer rapidement votre partenariat avec Mediapart? Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce que vous faites pour garder votre indépendance? En fait, ils sont venus nous voir, on s'est vus vers octobre pour discuter de ce qu'ils faisaient et pour simplement faire connaissance. Et là, ils nous ont proposé de chroniquer une semaine sur deux dans leur live qui passait d'un rythme mensuel à un rythme hebdomadaire. Donc, ils allaient faire de plus en plus de lives et ils voulaient des petites chroniques de 5 minutes. Et ils nous ont proposé de faire ça avec nous. Donc, nous, on leur a dit OK,
mais on ne voit pas trop quelle thématique d'émission on pourrait faire. Par exemple, Usul, on alterne avec lui. Une fois c'est Usul, une fois c'est nous. Usul, il a proposé une thématique particulière. Il décrypte les campagnes électorales avec son style. Mais nous, on a dit, on ne voit pas trop quel type d'émission spécifique on peut faire pour vous. Donc, on est d'accord pour chroniquer avec Mediapart, mais à la condition qu'on puisse travailler exactement comme d'habitude. C'est-à-dire choisir notre sujet, avoir une totale liberté éditoriale et pouvoir parler une fois d'une petite guéguerre politicienne, une autre fois d'un sujet précis, par exemple les particules fines qu'on va détailler, et une autre fois de débunkage de communication politique. Ils nous ont dit, ok, faites comme vous voulez, comme vous savez le faire, vous avez totale marge de manœuvre, et pour le moment, ça se vérifie, on a pu faire toutes nos chroniques sans problème, sans jamais ni en rendre compte, ni leur donner le texte en avance, donc on est très très content de ce partenariat, mais du coup, là, il faudra voir ce qu'eux vont faire, puisque les lives étaient prévus jusqu'à cette période électorale, et là, on arrive à peu près à la fin. Donc vous ne savez pas si vous allez continuer selon le même fonctionnement? On va voir avec eux, ça dépend quand même pas mal, beaucoup de ce qu'ils veulent faire. On peut pas le dire à leur place. Nous, on sait qu'on continuera nos trucs, nos vidéos, mais pour celles avec Mediapart, ça dépend d'eux, on va voir. Ok. Une question de Lucas. N'avez-vous pas peur que vos vidéos soient prises justement en ce moment à l'avantage de Marine Le Pen? Ouais. C'est vrai. Hein. On a vu que notre vidéo sur le CICE et le pacte de responsabilité et l'incompétence économique de Macron dans la lutte contre le chômage, cette vidéo-là tourne beaucoup. Beaucoup d'internautes m'ont signalé, comme toi, Lucas, dans les réseaux pro-Front National. Alors c'est vrai, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein? C'est pas nous qui avons créé le bilan d'Emmanuel Macron. Hein. Et moi, j'y suis absolument pour rien si son CICE coûte méga cher et fait aucun effet sur l'emploi. Et je pense que c'est injuste de nous poser la question plus spécifiquement à nous parce qu'on fait du contenu viral sur les réseaux sociaux qu'on ne la poserait au Monde, par exemple, puisque j'imagine que le Monde aussi a fait une biographie d'Emmanuel Macron où ils ont sûrement dit qu'il était passé par la commission Attali et que en fait il avait aussi léché les pieds de Sarkozy, et j'imagine que cette biographie d'Emmanuel Macron écrite par le Monde, elle peut tourner et être partagée par un militant frontiste et personne ne va le reprocher au Monde, donc je comprends pas trop pourquoi on le reproche à nous. Et si tu demandes si on a peur, ouais. C'est un en peu vrai, tu vois, il y a un autre truc qu'il faut dire. On est content si on arrive à parler à des gens pas d'accord avec nous. Hein. C'est si on fait ce qu'on fait, si on est sur les réseaux sociaux, c'est pour toucher d'autres personnes que les convaincus. Et donc si par le hasard d'un second tour, d'ailleurs qu'on n'a absolument pas souhaité, mais si par le hasard d'un second tour, nos vidéos peuvent être vues par des gens plus proches des idées d'extrême droite, et pour nous, c'est plutôt un mal pour un bien, parce que ça veut dire qu'ils auront entendu un autre son de cloche, qu'ils auront déjà vu notre tête et notre manière de parler, et donc que peut-être plus tard, ils seront sensibles à nos idées. Donc non, on n'en a pas peur. Mais on pense que c'est comme ça, enfin on s'en réjouit pas et on n'en a pas peur. C'est peut-être un peu le propre d'Internet, finalement vous publiez quelque chose et après vous ne contrôlez pas tout simplement. Bah non, tu peux pas, mais comme tout, hein, comme une brochure de presse, comme un peu n'importe quoi. Hein. Un producteur de contenu ne sait pas comment va être utilisé son contenu, ou alors il accepte de ne pas le rendre public, mais ça n'existe pas. Quand tu rends quelque chose public, tu ne connais pas son destin, et du coup, là en ce moment, dans la bagarre électorale, nos vidéos contre Macron sont utilisées par Marine Le Pen, et c'est à Macron de se poser la question s'il n'aurait pas dû avoir un meilleur bilan. Hein. Nous, on n'y est pour rien. Ok. Marion, qui a l'air très contente de ce que vous faites. Bravo à vous, Osons Causer. Votre dynamique donne de l'espoir à la jeunesse. Cimer, Marion, et puis bravo à tout le monde, en fait. Hein. Puisque nous, il faut bien savoir que nos vidéos et leur nombre de vues et leur nombre de partages dépendent entièrement des gens. Si personne ne nous partage, nos vidéos ne sont pas vues. Hein. Donc notre dynamique, c'est aussi celle de tous ceux qui aiment like nos posts, les partagent, en parlent à leurs amis. On n'est vraiment rien sans notre public. C'est pas comme un chroniqueur à la télé ou à la radio qui a une audience un peu captive comme ça. Nous, si notre vidéo est pourrie et que dans les premières heures, personne ne la partage, on a beau avoir, là on a plus de 500 000 j'aime sur Facebook, donc 500 000 soutiens sur Facebook, on a beau avoir tout ça, si personne ne la partage, elle est vue par personne. Donc notre dynamique, en fait, c'est un peu la tienne, Marion, et merci à toi. Et justement, ce public, vous êtes sur YouTube,
YouTube, sur Facebook, donc il y a un principe d'horizontalité. Comment est-ce que vous concevez cette interaction avec votre public? Eh ben, déjà, elle est de plus en plus difficile. Au début, on répondait à quasiment tous les commentaires et à tous les messages, mais là, enfin, on peut plus, quoi. Parce qu'en moyenne, vous savez combien de ben là, en commentaires? ce moment, là, en gros, depuis notre vidéo où on appelle, où on dit qu'on vote Mélenchon, depuis cette vidéo, on reçoit à peu près 20 à 30 messages par heure. Du coup, c'est impossible de répondre. Et du coup, on est vraiment désolé à tous ceux à qui on n'a pas encore répondu. Mais on a vraiment hâte de renouer ce lien et de pouvoir davantage répondre aux commentaires, davantage répondre aux messages. Et puis, peut-être, enfin, quand on aura un peu de temps, aller rencontrer les gens IRL dans la vraie vie en faisant des apéros à Paris, dans les autres villes ou ailleurs en France. Parce que nous, on a besoin aussi de retour, à la fois de retour de joie et de retour critique. Et donc rencontrer les gens en vrai, c'est quand même bien mieux que de simplement lire un commentaire et de ne pas pouvoir y répondre. Donc en ce moment, on est un peu frustré de notre relation avec notre public. On aimerait qu'elle soit plus riche et on a hâte de pouvoir y consacrer du temps. D'accord. On va prendre encore quelques questions. Lydie qui nous pose une question d'ordre pratique. Combien de temps de recherche vous faut-il pour bâtir une vidéo? Alors c'est très variable. Par exemple, la vidéo, mettons la vidéo de 5 minutes dans laquelle vous expliquez que vous votez Mélenchon, que vous avez publié samedi dernier, ouais, le vendredi dernier. Là, elle est très particulière, celle-là, parce qu'il n'y a pas de recherche. Celle-là, en fait, c'est un avis et du coup, elle était très dure à faire, mais parce que justement, on n'explique rien. Il n'y a rien à expliquer quand on explique pourquoi on vote Mélenchon. Tout était un choix, donc elle nous a pris beaucoup de temps à faire, mais il n'y avait pas de recherche particulière à part nous documenter sur le programme de la France Insoumise. Mais ça, on l'avait déjà fait un peu passivement. Par contre, on peut parler de la vidéo sur le CICE et Macron. Cette vidéo-là, elle nous a pris, je pense, sans problème, 5 jours pleins à plus de 10 heures par jour de travail. Et là-dedans, il y a du temps de recherche, les calculs pour regarder en équivalence combien on pourrait créer d'emplois avec ces milliards d'euros dépensés, regarder les effets sur l'investissement, les effets sur l'investissement du CICE, les effets sur les marges. On a vraiment épluché beaucoup de documents de l'INSEE, on a regardé toutes les études d'impact sur le CICE et le pacte de responsabilité, donc on s'est vraiment beaucoup documenté. Et celle-là, on peut dire que ça nous a pris 5 jours à 3 plein temps qui bossaient plus de 12 heures par jour. Donc là, c'était énorme, par exemple. Donc sans compter le tournage et le montage. Non, si, le recherche net, vas-y, on va dire 4 jours de recherche-écriture et 1 jour de tournage-montage. Mais il y a des vidéos qui nous prennent beaucoup moins de temps. Par exemple, la vidéo où où on se scandalise du changement de la prescription pour la corruption des élus et les délits de détournement de fonds. Ils ont changé la prescription. Les délits maintenant peuvent être prescrits au bout de moins de temps qu'avant. Quand on a découvert cette loi, là, il n'y avait pas beaucoup de recherche à faire. Il fallait juste vérifier que les sources étaient bonnes, aller regarder à l'Assemblée nationale, regarder comment c'était avant. Et on a fait notre vidéo en un après-midi ou une journée complète. Donc il y a des vidéos qui vont très vite et d'autres qui peuvent mettre des semaines. La vidéo qu'on a faite sur 10 faits qui montrent que les multinationales contrôlent l'Union européenne ou un truc comme ça, cette vidéo-là, c'est des semaines et des semaines de recherche. Il y a tellement de choses. Et il faut savoir qu'en moyenne, dans nos vidéos, il y a peut-être maximum entre 5 à 10% de tout ce qu'on a trouvé comme information. On cut énormément, on distille, on concentre l'information pour trouver les quelques faits percutants et l'histoire qui est la plus facilement compréhensible et partageable. Donc derrière chaque vidéo, il y a plus de recherche que ce qu'on voit et on va dire qu'en moyenne, c'est 2-3 jours. Mais ça reste très variable. C'est variable, ça dépend des sujets, c'est vrai. Ok, bon, alors question de Vladimir, ne penses-tu pas qu'à terme le style décontracté, le wesh wesh les amis qui est votre phrase d'introduction, etc., peuvent te limiter à la catégorie d'affreux gauchiste ou te rendre inécoutable aux yeux d'autres électeurs, plus âgés par exemple? C'est possible. Après, tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'est pas spécifiquement d'affreux gauchistes, même si c'est vrai que j'ai une sale gueule, ça je vous le concède, mais nous, on ne se vit pas comme d'affreux gauchistes, on se vit plutôt comme des gens qui informent pour l'intérêt général. Et ensuite, est-ce que ça nous coupe du public plus âgé? Un petit peu. C'est vrai que le style décontracte, les insultes, les quelques petites vannes qui sortent, et les mots d'argot peut-être, nous privent d'une partie d'un public âgé, mais en même temps...
nous aussi, on va vieillir. Et donc, c'est pas impossible que même le Wesh Wesh vieillisse. Et quand on regarde là, déjà notre courbe de public, l'essentiel de notre public est jeune, hein, entre 18 et 35 ans, mais on a de plus en plus de personnes âgées qui nous suivent, et par âgé, j'entends plus de 60 ans. Et même dans la rue, on se fait arrêter par des gens qui sont un peu de tous âges, des parents qui montrent nos vidéos à leurs enfants, des ados qui montrent nos vidéos à leurs grands-parents. Et donc, du coup, on voit quand même un public assez varié. Et le style décontracté, le wesh wesh, j'en sais rien. On en a parlé tout à l'heure. Non, mais c'est mon truc un peu, tu vois. Même à la télé, là, moi, je suis interviewé, j'ai pas l'impression d'avoir un style de parole très différent de celui que j'ai en vidéo. Je suis peut-être un peu moins surexcité, mais à part ça, c'est moi, quoi. Et donc, du coup, peut-être qu'un jour, je me ferai coacher par la même équipe qu'Emmanuel Macron pour avoir un style complètement bizarre. Mais en un sens, je me souhaite que ce soit le plus tard possible parce que ça me va d'être moi-même. Ok. Bon, malheureusement, on va devoir s'en tenir à ça. Merci beaucoup, Ludo, d'être venu. C'est donc la fin de ce live, la fin aussi de nos entretiens avec les youtubeurs politiques. Merci de les avoir suivis. Merci d'avoir posé vos questions. Merci encore à vous, Ludo, d'être venu. Et à très bientôt. Au revoir.